Bonjour, je m'appelle Cheryl Larivière et bienvenue à l'émission Sur la faille de Cadillac, une série de balados-diffusion du Musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue à Malartic, présentée par la mine Kina de Westdome, qui vous invite à parcourir l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue autrement. Dans le dernier épisode, on a commencé à suivre la route 117 à travers les villes minières qui se sont développées le long de la faille de Cadillac. Après avoir fait escale à Louvicourt, à l'entrée du territoire abitibien, puis à Val-d'Or, l'un des plus importants centres aurifères de la région, on poursuit aujourd'hui notre route un peu plus loin à l'ouest. Notre prochaine escale, Malartic. Aujourd'hui, Malartic est connu dans tout le Québec, le Canada, pour son immense mine à ciel ouvert, l'une des plus grandes explorations aurifères du pays. Un projet tellement vaste qu'il a même mené au déplacement d'un quartier en entier de la ville. Mais bien avant cette mine spectaculaire, le secteur de Malartic était déjà l'un des camps miniers le plus actifs de l'Abitibi, avec plusieurs mines souterraines en opération dès les années 1930. Alors Maxime, quand on regarde Malartic aujourd'hui, avec cette mine gigantesque qui domine le paysage, on peut se demander comment toute cette histoire minière a-t-elle commencé? C'est une très bonne question, ça, Cheryl. Parce que pour bien comprendre ce qu'on voit aujourd'hui à Malartic, là, cette immense mine à ciel ouvert, la transformation du paysage, faut en réalité remonter assez loin dans le temps. Parce que l'histoire minière du secteur ne commence pas du tout avec la mine actuelle. Elle commence bien avant même la fondation de la ville. Au début des années 1920, ce qu'on appelle aujourd'hui Malartic n'existe tout simplement pas. On parle plutôt du canton de Fournière, un territoire largement couvert de forêts et fréquenté donc par des prospecteurs qui parcourent la région à la recherche de nouveaux gisements aurifères. Donc à ce moment-là, on n'a pas encore de ville, on n'a pas encore de mines en production, seulement des équipes qui explorent le territoire, c'est ça? Oui, c'est ça. On est encore dans notre logique de prospecteurs qui fouillent le territoire à la recherche d'or. Donc, les premières explorations systématiques commencent au début de la décennie 1920. Il y a un prospecteur nommé John Mack qui mène notamment des travaux dans le secteur de Fournière en 1922-1923. Et ses premières observations vont attirer l'attention d'autres géologues et prospecteurs. Parmi eux, on va trouver notamment Saint-Barbe Sladen, Harold Kennedy, John Carroll, qui vont venir jeter les bases de ce qui va devenir plus tard un véritable camp minier. Il faut se rappeler qu'à cette époque, les prospecteurs ne travaillent pas seuls. Il y a plusieurs témoignages qui indiquent que les Premières Nations de la région ont joué un rôle important, notamment en partageant leur connaissance du territoire, puis leur connaissance aussi des affleurements rocheux. Cet aspect de l'histoire est encore assez peu documenté aujourd'hui, malheureusement, mais c'est certain que c'est un aspect qui a contribué à orienter les premières recherches aurifères dans le secteur de Malartic. À partir des années 1920, l'intérêt pour le canton de Fournière commence à grandir. Donc, il y a une compagnie britannique qui va acquérir plusieurs claims miniers et va lancer des travaux d'exploration. Quelques années plus tard, ces propriétés-là vont passer dans les mains de la Malartic Gold Mine Limited. Cette compagnie-là va décider donc de lancer un projet de développement beaucoup plus ambitieux. C'est dans ce contexte-là qu'arrive un ingénieur qui se nomme J.P. Norrie, engagé donc pour diriger des travaux sur le site à partir de 1927. Le projet attire aussi des investisseurs venus de Kirkland Lake, en Ontario, donc regroupés dans ce qu'on appelle le Venture Group, qui finance une bonne partie des opérations. À cette époque-là, développer une mine dans ce secteur représente encore une fois un défi logistique important. On en a parlé souvent, mais il n'y a encore aucune infrastructure qui permet de rendre le site accessible. Donc, c'est la première priorité des gens sur place, pour exploiter le gisement, c'est de le rendre accessible. Par quels moyens, en fait, Norrie et son équipe prennent-ils pour améliorer l'accès et permettre le développement du projet? Norrie entreprend donc des travaux assez impressionnants pour l'époque. Par exemple, il y a des travailleurs qui vont dynamiter une section du lit de la rivière Malartic afin de construire un barrage puis de drainer une zone marécageuse. Ça va permettre de raccourcir le trajet entre Amos puis le canton de Fournière, qui passe d'environ 15 km à 8 km. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, on se déplace par bateau entre Amos et Malartic. Autour du site, il y a une cinquantaine de travailleurs qui installent progressivement un camp minier complet. On construit des dortoirs, une scierie, une forge, un laboratoire, une cuisine, des bâtiments de service.
Peu à peu, c'est un camp qui devient la base des travaux d'exploration dans le secteur. À l'automne 1927, les équipes commencent à creuser les premiers puits d'exploration et même des galeries souterraines pour évaluer l'étendue des gisements aurifères. Les premiers résultats sont encourageants, donc il y a beaucoup d'espoir qui repose sur ce projet-là. Mais la situation va rapidement se compliquer. En 1929, il y a un incendie qui endommage un des puits. Ça va ralentir considérablement les travaux. Puis les analyses géologiques finissent par révéler là, un problème important. Oui, il y a de l'or dans le gisement, mais par rapport donc, au prix de l'or de l'époque, la teneur en minerai est relativement faible là, pour que l'exploitation devienne rentable. Donc, on va commander des études supplémentaires dans les bureaux d'ingénieurs américains. On va vraiment vouloir sauver le projet à tout prix. Mais finalement, les investisseurs du Venture Group, donc qui viennent de Kirkland Lake, décident de se retirer. Là, faute d'argent, les travaux doivent être complètement abandonnés. Il y a 100 travailleurs qui perdent leur emploi. Puis, le premier projet minier dans le secteur de Fournière prend complètement fin. C'est un échec, mais les explorations ont quand même démontré qu'une chose importante, il y a un potentiel aurifère dans le canton de Fournière. Et c'est justement ce qui va attirer, quelques années plus tard, de nouvelles compagnies minières dans le secteur. Donc, malgré cet échec, le potentiel aurifère du secteur reste bien réel. Comment passe-t-on de cette première tentative abandonnée à l'ouverture de plusieurs mines importantes et à la création de la ville de Malartic? En fait, même si le premier projet mené par J.P. Norrie se termine par un échec, les travaux d'exploration ont quand même démontré que le secteur du canton de Fournière contenait bel et bien de l'or. Et surtout, quelques années plus tard, le contexte économique change complètement. Au début des années 1930, en pleine crise économique, le prix de l'or augmente de façon importante, notamment après les décisions qui ont été prises par les États-Unis pour stabiliser leur monnaie. Le prix de l'once passe alors d'environ 20 $ à 35 $, ce qui rend beaucoup de gisements beaucoup plus rentables à exploiter. À partir de ce moment-là, plusieurs compagnies minières s'intéressent de nouveau au secteur de Malartic. La première entrée en production, c'est la Canadian Malartic Gold Mine, qui commence ses opérations en 1935 avec un moulin capable de traiter environ 135 tonnes de minerais par jour. C'est la première mine en production dans le canton de Fournière et elle marque véritablement le début du camp minier de Malartic. Puis assez rapidement, il y a d'autres mines qui vont ouvrir autour du gisement. On voit apparaître la mine East Malartic qui entre en production à la fin des années 30 et qui va devenir éventuellement la plus importante du secteur. On retrouve aussi la mine Sladen Malartic qui commence à produire en 1938 ainsi que la mine Malartic Goldfield qui démarre ses activités à la fin de la décennie. En l'espace de quelques années seulement, le secteur passe donc d'un simple territoire de prospection à un véritable camp minier avec 4 mines en activité. Et ce qui est assez frappant quand on regarde les premières photos du secteur, c'est à quel point tout est construit très près des installations minières. Les maisons, les commerces, les bâtiments administratifs, tout se développe presque directement au pied des chevalements. À cette époque-là, les travailleurs veulent habiter le plus près possible de leur lieu de travail. Et l'urbanisation du secteur se fait donc très rapidement, puis parfois de manière un peu improvisée. C'est à cette époque qu'on voit aussi apparaître toute l'infrastructure nécessaire à l'exploitation de l'or. Les moulins de traitement, les ateliers, les camps de travailleurs et bien sûr le transport des lingots produits par les mines. D'ailleurs, il y a une anecdote assez révélatrice de l'ambiance de cette époque. Lorsqu'on coule les premiers lingots de la mine canadienne Malartic, ils doivent être envoyés donc jusqu'à la monnaie royale canadienne. Et le comptable de la mine, à ce moment-là, M. Clifford A. Fox, c'est lui qui est chargé d'escorter le lingot jusqu'à Amos. Et il va le faire en canot armé d'un revolver pour assurer la sécurité de son chargement. En canot, rien de moins. C'est quand même une autre époque, cette belle aparté. On imagine assez bien l'ambiance de l'époque, transporter des lingots d'or en canot avec un revolver, ça en dit long sur le début des camps miniers. Mais quand on regarde le développement du secteur dans les années 1930, ce qui frappe aussi, c'est que chacune de ces mines semble s'organiser autour de son propre camp ou de son propre petit noyau d'habitation. Pourtant, tout ça se trouve dans un espace assez restreint. À quoi ressemble concrètement le paysage autour de Malartic à ce moment-là? En fait, on n'a pas encore tout à fait une ville qui est bien organisée. Au départ, le territoire se structure donc autour des différentes mines. Chaque compagnie développe en quelque sorte son petit noyau d'habitation.
On n'est pas tout à fait dans la logique de Bourlamaque là, de vraiment lancer une ville minière à proprement dite, mais on n'est pas non plus dans les villages de squatteurs comme Perron. On est quand même dans des camps miniers organisés. Autour de la East Malartic, on va voir apparaître ce qu'on appelle le village de Norrie, où on retrouve déjà un magasin général, un bureau de poste, un hôpital et même certaines installations sportives pour les travailleurs. Du côté de la mine Malartic Goldfield, il y a un autre petit village qui est construit à la fin des années 30 qui se nomme Allais, qui est essentiellement pour loger les travailleurs puis leurs familles. La mine Sladen, pas un village à proprement dit, ça porte pas nécessairement de nom, mais elle met quand même en place un dortoir, salle à manger, des maisons aussi pour les employés. Au lieu d'une seule ville, on se retrouve avec plein de petits camps miniers ou de petits hameaux de villages, chacun associé à une compagnie minière. Et tout ça, ça se trouve dans un espace donc relativement restreint pour les gens qui connaissent Malartic ou qui traversent la ville de Malartic en ce moment en nous écoutant. Tout ça est à quelques centaines de mètres là, les uns des autres, tout au plus 1 kilomètre. Tout ça donc très près des installations minières. Donc rapidement, les compagnies minières réalisent que la situation n'est pas idéale. Gérer un village, offrir des services municipaux, organiser des infrastructures, c'est pas ça leur rôle. Elles préfèrent donc que l'ensemble du secteur se regroupe comme une véritable municipalité là, qui serait approuvée par les instances gouvernementales et que là, la municipalité elle-même pourra prendre en charge son organisation, sa propre organisation, puis les mines pourront s'occuper de gérer leurs mines. C'est ce qui va mener à la fin des années 30 à la création de la ville de Malartic, qui vient regrouper progressivement donc tous les petits noyaux d'habitation autour des mines. Il y a une exception importante dans cette histoire-là, c'est le village de Roquedort. Roquedort, c'est un village qui se trouve en direction de Rivière-Éva, sur des terres publiques. Et donc là, tu comprendras, Cheryl, qu'on se trouve donc dans le cas d'un village de squatteurs, chose qu'on a déjà rencontrée dans notre périple. Donc, ce village-là ne sera pas intégré dans ce que les compagnies minières vont vouloir regrouper donc, dans la municipalité de Malartic. Et puisqu'ils existent donc dans un endroit sans véritablement d'autorisation officielle, ça pose encore une fois problème au gouvernement québécois. Et ce phénomène de village de squatteurs-là, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent. On a vu par exemple que certains villages miniers pouvaient se développer un peu spontanément autour des mines, sans véritablement avoir de planification comme Perron ou Val-d'Or. Dans le cas de Roquedort, les habitants se retrouvent justement exclus de l'incorporation de la ville de Malartic. Qu'est-ce qui arrive à ces gens qui vivent là? Bien, pour les habitants de Roquedort, c'est une exclusion qui va avoir des conséquences assez importantes. Comme le village ne fait pas partie de la nouvelle municipalité de Malartic, il ne peut pas bénéficier des services municipaux qui commencent à se mettre en place autour des mines. Donc, malgré tout, les habitants tentent à plusieurs reprises de faire reconnaître officiellement leur agglomération. Ils souhaitent notamment obtenir des services comme un bureau de poste, une école ou encore avoir accès à l'électricité. Cependant, le gouvernement refuse systématiquement toutes leurs demandes. Il faut rappeler là, qu'à l'époque, on en a déjà parlé un petit peu quand on parlait du cas de Perron, les villages de squatteurs sont souvent associés à une image de débauche. Mm-hmm. On est encore dans un Québec très moral là, et les villages de squatteurs qui ne sont pas aussi contrôlés que les vraies municipalités ont mauvaise presse. Là. Souvent, Roquedort, en fait, était surnommé Putain-ville. Un surnom qui était associé parfois à d'autres villages de squatteurs. Donc, ça donne toute une image assez négative de ce que c'est. Dans la réalité, dans les faits, les travaux récents montrent que, oui, peut-être qu'il y avait certaines choses qui déplaisaient au gouvernement ou au clergé, parce qu'on n'avait pas tout à fait le contrôle là-dessus, mais malgré tout, c'était un lieu où il y avait quand même une vie de famille tout à fait normale et respectable qui pouvait exister. Donc, c'est pas non plus complètement débauché comme on pourrait s'imaginer. Ça, les travaux d'Alexandre Fauché, notamment sur Roquedort, son livre « De l'or et des putes », avec un point d'interrogation là, où il remet justement en question le surnom, ce surnom-là. C'est un travaux fondamental, je pense, pour comprendre les villages de squatteurs. Donc, j'invite aussi nos auditeurs curieux à aller consulter ça. Mais bref, donc le gouvernement, lui, a encore donc cette idée-là. On veut essayer d'éradiquer ces zones-là sur lesquelles on a moins le contrôle. On veut éviter la multiplication de ces villages de squatteurs-là parce qu'il y en a beaucoup. Ce qui va arriver, c'est qu'on va décider d'encourager les gens de Roquedort à aller s'installer plutôt à Malartic. Au début des années 40, il va y avoir une opération complète pour vraiment organiser le démantèlement du hameau de Roquedort. Il y a plusieurs familles qui vont déménager leur maison directement à Malartic, mais il y a beaucoup d'autres qui vont choisir de construire directement des nouvelles habitations dans la ville.
Au total, il y a des centaines de bâtiments qui sont déplacés ou détruits, puis il y a près d'1 millier de personnes qui vont s'installer à Malartic, ce qui contribue à accélérer la croissance là, de la municipalité. Donc, au fil des années, de 1930 à 1940, Malartic devient progressivement une véritable ville minière avec plusieurs mines en activité, puis une population qui continue d'augmenter. Mais cette croissance repose évidemment sur les travaux de centaines de mineurs qui descendent chaque jour sous terre pour extraire le minerai. Et à cette époque-là, les conditions de travail dans les mines sont souvent beaucoup plus difficiles et plus dangereuses qu'aujourd'hui. Maxime, il y a d'ailleurs une tragédie qui survient à la mine East Malartic dans les années 1940 qui ont marqué les annales. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui s'est passé? Oui, évidemment, c'est un événement majeur qui marque profondément l'histoire de la ville de Malartic. Le 24 avril 1947, il y a un incendie qui se déclare dans le puits numéro 4 de la mine East Malartic, à environ 180 mètres sous terre. À ce moment-là, il y a plusieurs travailleurs miniers qui travaillent dans les galeries du niveau inférieur, puis la fumée se propage rapidement dans les tunnels. Il y a 16 mineurs qui vont se retrouver coincés sous terre. Les équipes de secours tentent de les rejoindre, mais les conditions sont extrêmement difficiles à cause de la fumée puis le manque d'oxygène dans les galeries. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les équipements qu'on connaît aujourd'hui pour changer l'air, les extinctions de feu, pouvoir isoler certaines sections, ça n'existait pas, là. C'est ça, on n'est pas du tout dans les conditions santé-sécurité qu'on connaît aujourd'hui. Donc malheureusement, il y a 12 mineurs qui vont perdre la vie par asphyxie à ce moment-là. Et la tragédie ne va pas s'arrêter complètement à cette journée-là. Quelques mois plus tard, le 7 octobre 1947, il y a des travailleurs qui vont tenter de réparer les installations du puits endommagé à cause de l'incendie. Et là, il y a un problème qui survient avec le monte charge. Il y a 4 mineurs qui vont faire une chute de 120 mètres. Un accident qui va laisser malheureusement aucun survivant. Ces événements rappellent à quel point le travail dans les mines pouvait être dangereux là, à cette époque-là. Les systèmes de ventilation, comme tu disais, équipements de sécurité, tout ce qui est protocole d'urgence, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, là, même voire pas du tout. Là. Et pour plusieurs personnes en Abitibi-Témiscamingue, cette tragédie évoque aussi un autre événement plus récent. Il y a la tragédie de la mine Belmoral qui est survenue plusieurs décennies plus tard, dans les années 80. Donc c'est un moment où il y a plusieurs mineurs qui vont également perdre la vie à la suite d'un accident sous terre. Donc ces événements, même s'ils sont séparés par de nombreuses années, rappellent tous la même réalité. Derrière l'histoire minière de la région, il y a aussi des histoires humaines qui sont marquées par les risques et les sacrifices du travail de mineurs. Là. Ces événements rappellent à quel point le travail dans les mines, comme tu le nommais si bien, pouvait être dangereux à cette époque. Au fil des décennies, des tragédies, comme tu le mentionnais, de la East Malartic ou plus récemment celle de la Belmoral, ont aussi contribué à sensibiliser l'industrie à l'importance de la sécurité dans les opérations minières. Aujourd'hui, la santé et sécurité des travailleurs sont devenues des valeurs centrales dans l'industrie. Mais si on revient à l'histoire de Malartic, la vie continue de se développer après la guerre. Le camp minier de Malartic est encore très actif avec plusieurs mines en production dans le secteur. Mais progressivement, à partir des années 1950-1960, on observe que ces mines ferment les unes après les autres. Maxime, comment explique-t-on ce déclin du camp minier, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, on exploite encore l'or dans ces mêmes secteurs? Le problème, c'est pas qu'il y a plus d'or dans le sol là, dans les années 60, 70, 80 quand on ferme les mines. Le problème, c'est surtout que les gisements deviennent de moins en moins rentables à exploiter avec les technologies de l'époque. Les veines les plus riches, c'est certain qu'elles ont été exploitées, elles ont été extraites. Puis les compagnies doivent descendre de plus en plus profondément ou traiter du minerai dont la teneur est un peu plus faible. Les coûts d'exploitation augmentent donc beaucoup. Dans ce contexte, il y a plusieurs compagnies minières qui vont fermer leurs portes au cours des années 1960-1970 parce que l'exploitation n'est plus jugée rentable. Cela dit, l'activité minière ne disparaît pas complètement du jour au lendemain là, du secteur de Malartic. Il y a certaines usines de traitement qui continuent de fonctionner, notamment pour traiter du minerai qui proviennent de d'autres régions, de d'autres mines de la région, par exemple dans le secteur de Cadillac. Malgré ces activités, l'impact économique est important là, pour la ville de Malartic.
Pendant plusieurs décennies, Malartic s'est développé principalement autour des mines. Donc, quand elles ferment les unes après les autres, l'emploi nécessairement diminue, puis la ville entre dans une période de ralentissement qui est assez marquée. Il y a une question d'accessibilité. Donc, pendant plusieurs décennies, Malartic traverse une période assez difficile avec l'ouverture progressive des mines et un ralentissement important de l'activité économique. Mais l'histoire minière de la ville ne s'arrête pas complètement là. Au début des années 2000, une nouvelle compagnie d'exploration, Osisko, commence à s'intéresser de nouveau au camp minier de Malartic, notamment en réanalysant les anciennes données géologiques accumulées depuis les années 1930. Maxime, on en vient à relancer l'exploitation de l'or à Malartic au début du 21e siècle, c'est bien ça? Oui, en fait, c'est au tout début des années 2000 que la compagnie minière Osisko, une entreprise québécoise là, dont le siège social est à Montréal, commence à s'intéresser de nouveau au camp minier de Malartic. En 2005, les géologues de l'entreprise arrivent à la conclusion qu'il pourrait y avoir sous le quartier sud de la ville un gisement très important estimé à environ 8,7 millions d'onces d'or. Le président de l'entreprise de l'époque, Robert Weirs, est convaincu que ce gisement peut être exploité. D'une part, le prix de l'or est en forte hausse. Là. On est alors à autour de 600 $ l'once et ce n'est que le début. Là. On sera rapidement autour de 2000 $ l'once. Conditions et la période est favorable. Oui, tout à fait. Puis d'autre part, les technologies minières ont aussi beaucoup évolué depuis l'époque des premières mines. L'idée, c'est qu'une grande partie de l'or avait été laissée dans la roche par les anciennes compagnies minières dans les années 1930, 1940, 1950. À l'époque, on exploitait surtout donc les veines les plus riches. Mais ici, il y aurait encore de l'or qui est présent sous forme de fines particules dispersées dans la roche, là, presque comme de la poussière dans la pierre. Pour récupérer ça, il faut donc extraire et broyer d'énormes quantités de minerais. Aujourd'hui, la mine canadienne Malartic peut traiter 55 000 tonnes de minerais par jour, ce qui était énormément plus que les mines souterraines de l'époque. Là. Tout à l'heure, on parlait de la canadienne Malartic qui a lancé ses opérations à 100 tonnes par jour. Là. On est dans un tout autre monde. La plus grande mine d'or qui était en activité dans les années 50, la mine Lamaque, atteignait des records avec 1000 tonnes, 1300 tonnes environ de minerais par jour. Là, on est à 55 000 tonnes, on est dans une toute autre échelle. Donc, et ça, c'est pour atteindre un seuil de rentabilité. Donc, il faut comprendre que c'est les nouveaux moyens permettent de broyer beaucoup plus de roches et donc d'atteindre la rentabilité qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 50 ans. Cependant, il y a un petit problème là, avec tout ça. On l'a mentionné un petit peu plus tôt, on a laissé planer le suspense, mais certains auront compris que les habitants qui s'étaient installés très près des chevalements, puis des galeries, tout ça, ben en fait, eux, ils se trouvaient à avoir construit leur maison là, au-dessus de ce qui est aujourd'hui le gisement de la mine canadienne Malartic. Donc, les maisons étaient directement au-dessus de certaines galeries de mines. Donc, Osisko va devoir entreprendre une vaste campagne de forage directement autour des maisons, puis va se rendre compte assez rapidement que pour exploiter le gisement potentiel, il va devoir déplacer une partie du quartier. Donc, ce qui se cache en dessous vient notamment impacter ce qu'il y a au-dessus. Le déménagement du quartier, ça se déroule comment à ce moment-là? L'opération se déroule principalement entre 2008 et 2009. Au total, le quartier comptait 205 maisons. Parmi celles-ci, il y a 180 maisons qui ont été déplacées. Concrètement, les maisons ont été soulevées, placées sur des immenses camions, puis elles ont été transportées là, à travers la ville. On les a installées dans un nouveau quartier qui a été construit au nord de Malartic. Quand on se dirige là, vers Rouyn-Noranda, tout ce qui est derrière le IGA, c'est ce qu'on appelle le nouveau quartier. Certaines maisons, toutefois, étaient jugées trop anciennes ou trop fragiles pour être déplacées. Dans ce cas-là, la compagnie a plutôt construit de nouvelles maisons afin de recréer un quartier qui serait équivalent pour les résidents. Il y avait aussi plusieurs institutions publiques dans le secteur là, du quartier sud. Il y avait 2 écoles, un CPE, un CHSLD, un HLM. Ces bâtiments-là ont été malheureusement démolis. Là. C'était impossible de les déplacer, mais ils ont été reconstruits à différents endroits dans la ville. Donc, c'est vraiment un moment charnière. Là. À quel moment la mine est-elle entrée en production suite à ça? Là? On commence à voir apparaître la fosse qu'on connaît aujourd'hui. À quel moment? Donc, la nouvelle mine canadienne Malartic, qui reprend le nom historique là, de l'ancienne canadienne Malartic, elle entre en production en 2011. Elle devient à l'époque le plus grand projet de mine d'or à ciel ouvert
au Canada, et d'autant plus, elle se trouve en milieu urbain. La fosse se trouve littéralement directement là, à côté de la ville. Elle est séparée là, du secteur urbain par un mur écran, un mur végétalisé d'environ 15 mètres de haut et 1,6 km de long, qui sert à réduire le bruit et la poussière là, qui pourrait se déplacer de la fosse vers la ville de Malartic. C'est ce qu'on appelle le mur vert. Concrètement, quand on se trouve au musée minéralogique, on est littéralement là, à côté de la mine, la montagne qu'on voit face au musée, c'est le mur vert, c'est ce mur écran-là, directement de l'autre côté, c'est la fosse de la mine. Donc si on avait été au musée minéralogique en 2005 et qu'on était devant le musée, ce qu'on aurait vu, c'était plutôt 205 maisons. Donc il y a vraiment un changement au niveau du territoire. Actuellement, on peut justement monter en fait ce mur vert par le biais et observer la fosse. Oui, il y a un belvédère. La mine a installé, oui, c'est ça, un belvédère qui permet de monter pour observer la fosse là, directement devant le musée. Donc, si vous arrêtez pour observer la fosse, vous pouvez toujours arrêter, venir nous dire un petit bonjour au musée. Ça nous fera plaisir de vous voir et de vous montrer nos différentes expositions. Donc, si on poursuit dans le temps, en 2014, on est rendu où? Donc, en 2014, les compagnies Agnico Eagle et Yamana Gold vont faire l'acquisition d'Osisco pour environ 3,9 milliards de dollars et vont créer à ce moment-là ce qu'on appelle le partenariat canadien de Malartic pour gérer l'exploitation du site. C'est deux compagnies canadiennes, Agnico Eagle et Yamana Gold, qui vont gérer vraiment à 50-50 le fonctionnement de la mine. Quelques années plus tard, en 2017, le partenariat va obtenir l'autorisation de réaliser une importante expansion au projet. Ça va nécessiter notamment de dévier la route 117 afin d'exploiter le secteur de l'ancienne mine Barnat puis d'y créer une deuxième fosse. La déviation de la route, elle est complétée en 2019, puis la fosse Barnat entre en production en 2020. À terme, la fosse Barnat devrait atteindre environ 1,7 km de long, 750 mètres de large et 380 mètres de profondeur. Parallèlement, le partenariat développe aussi un nouveau projet, mais cette fois de mine souterraine, la mine Odyssée, dont les travaux commencent en 2020, le chevalement est complété en 2022, puis la production débute en 2023. Cette mine pourrait atteindre une profondeur de 1800 mètres à son apogée. Toujours en 2023, Agnico Eagle devient à ce moment-là l'unique propriétaire du complexe minier. La fosse originale de la Canadienne Malartic cesse alors sa production, puis on va commencer à ce moment-là des travaux de remblaiement. On va utiliser notamment du stérile en provenance de la deuxième fosse, donc de la fosse Barnat. La fosse Barnat, elle devrait continuer d'être exploitée jusqu'en 2029, tandis que la mine Odyssée pourrait rester en production jusqu'aux alentours de 2042. 2042 quand même. Donc, l'histoire de Malartic est marquée par plusieurs transformations, parfois assez spectaculaires. On l'a vu dans le démantèlement du village de Roquedor dans les années 1940, lorsque les habitants ont dû quitter le hameau pour venir s'installer à Malartic. Puis plusieurs décennies plus tard, avec le déplacement d'un quartier en entier de la ville pour permettre l'ouverture de la mine actuelle. Deux moments très différents qui rappellent à quel point l'exploitation de l'or a façonné et parfois déplacé les communautés de la région. Et si on poursuit notre route à partir de Malartic, on se retrouve bientôt au cœur même du corridor minier qui traverse l'Abitibi. Notre prochaine escale nous mènera justement vers Rivière-Éva, Cadillac et Pressac, d'autres communautés dont l'histoire est entièrement liée à ce même territoire aurifère. Puis, Cheryl, pour ceux et celles qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de Malartic, je vous invite évidemment à consulter le livre qu'a fait la Société d'histoire de Malartic, qui raconte donc toute l'histoire des origines jusqu'à 2021. Donc, c'est un ouvrage indispensable pour les curieuses de l'histoire du canton de Fournière. Merci pour encore cette belle référence, Maxime. Je te dis à la prochaine. Merci, Cheryl. Vous venez d'entendre Sur la faille de Cadillac, une série produite par le Musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue à Malartic. Cette émission en balado-diffusion est présentée par Westdome Minkina avec le soutien de CEMAC Tyson, d'Eldorado Gold Québec, du projet minier Novador de Fresnillo PLC, de Ressources Cartier, Ressources Falco, de la mine Westwood Diam Gold,
de Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue, de Mendigold Masti, député d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Io et Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est. Cet épisode est rendu possible grâce au travail de recherche et de rédaction exécuté par Félix Lemieux, assistant de recherche au musée et candidat à la maîtrise en histoire à l'Université de Sherbrooke, et réalisé par Maxime Bolduc, coordonnateur des expositions et responsable du développement de projets au musée, également doctorant en études culturelles à l'Université de Sherbrooke. La musique est une réalisation de Jérémy Tessier du studio Cohérence.